M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Bienvenue à vous, merci d'être là avec nous. Donc il y a les copains, j'entendais parler de Romain Valdener tout à l'heure, mais on pourrait citer Nicolas Ventré par exemple. Je pense que peut-être il nous regarde, parce que là on est en direct aussi sur Internet, parce que les Jussiens sont partout, n'est-ce pas? Les Vésuliens aussi, n'est-ce pas, monsieur Châtelet, hein, on peut le dire aussi. Voilà, la Haute-Saône. Donc Anthony Perrin, ravi d'être avec vous pour rendre hommage à René. Je vais baisser un peu. On est tous réunis aujourd'hui, tout à l'heure, pour faire la mise au nom de René Munier du gymnase de Jussé, qui n'avait pas de nom jusqu'ici. On est bien accompagné. Hein. Mon grand frère Stéphane m'avait offert ce maillot signé et dédicacé par Zinedine Zidane, vous imaginez? Ce sera ma chaise pour faire les exercices pratiques, parce qu'ici, on est aussi là pour voir des outils pratiques concrets qu'on utilise avec les sportifs et comment font les champions dans leur quotidien et surtout comment ils font pour réussir les exploits qu'on voit et qu'on verra tout bientôt pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans un mois. Donc, le programme ce matin. On est là pour 1 heure ensemble à peu près. Donc on va voir ce qu'est le mental olympique et comment l'insérer dans la vie réelle. Comme je vous ai dit, il y aura des exercices pratiques autour de comment se centrer, comme les champions, ce que je viens de dire, au niveau de la confiance en soi, comment se mettre en phase avec ses émotions, et puis un temps qui sera pour les témoignages, les échanges, les anecdotes. On en a plein. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, c'est René, une nouvelle fois, qui arrive à nous réunir ou à nous transmettre encore sa passion, comme il l'a si bien fait au nombre d'entre nous. D'ailleurs, mon oncle Michel Caton, le copain Yves Choukran, disait que peut-être c'était le premier dans le sport qui avait percé, entre guillemets, sous l'air René Munier au collège de Jussé. Ben oui. Mon oncle ne peut pas être là aujourd'hui, mais bon, il y a une pensée aussi pour lui, qui a monté la section sportive de Vesoul, notamment au collège Jérôme après. Tout ça pour dire que René, oui, c'est quelqu'un qui a transmis énormément de choses. Et pour parler de ça, j'ai une lettre qui m'avait adressée le 3 mars 2008. Anthony, j'ai cru voir sur tout le sport quelqu'un qui te ressemblait. Connaissant, et pour cause, le triste niveau des élèves de Jussé, j'ai d'abord douté. Tout René Munier est dans cette phrase, n'est-ce pas? J'ai d'abord douté, et puis, comme un miracle, et ma grande compétence, entre parenthèses, étant toujours possible, j'ai ensuite pensé que ma vue ne m'avait pas trahi. Alors je voudrais te féliciter pour le boulot que tu fais. S'occuper d'Absalon, ce n'est pas rien. Et je suis sûr que ça portera ses fruits au mois d'août. Si tu permets, je me sentirai un peu en Chine cet été par ton intermédiaire, ma participation étant égale à l'extrémité de l'ongle du pied droit. Encore une fois, tout l'humour de René et sa dérision à tout ça. Tout le monde ne peut avoir un bout de pied en Chine, si minime soit-il. Ça va m'obliger à arrêter de me couper les ongles, mais bon, on n'a rien sans rien. Blague à part, chapeau, j'espère que toute la famille va bien et que Simon est en pleine forme. Amicalement, merde pour cet été. Et il n'avait pas écrit le mot, ce qui n'était pas comme ça. Il l'avait mis en code. Voilà. Je voulais commencer par ça parce que c'est bien René et puis toute notre passion pour le sport qui nous réunit aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour lui rendre hommage. Moi j'ai eu la chance de beaucoup pouvoir échanger avec, de lui transmettre beaucoup de choses. Et en retour de ce qu'il avait pu me donner. Je lui ai fait notamment rencontrer Jeannie Longo sur un stage d'équipe de France dont je m'occupais, les équipes de France haute dame. Et René, sa femme, la poupette, m'avait dit, mais tu te rends compte, tu as réussi à faire prendre la voiture et prendre l'autoroute à René Munier. Alors là, je vais te mettre une médaille pour ça, pour Anthony. Voilà. Exemple. Et donc toute la journée, on va parler de tout ça, de nos exemples, de nos trucs. Je voudrais d'abord remercier Magali Rouget du CCHVS, donc voilà, la communauté de communes des Hauts-du-Val-de-Saône, Yves Musso, Vivi comme on l'appelle, voilà,
ici c'est une terre de handball parce que René et Yves s'étaient beaucoup investis dans tout ça aussi. Yves Choukran, qui est avec nous et dont on va reparler après, et Patrick Bichet, bien sûr, grâce à qui ces personnes ressources ont permis l'inauguration tout à l'heure. Je voulais aussi donner un merci, un petit merci aussi au principal du collège Rémi Morel, avec qui on est associé déjà, et Irmis Bordané, la professeure documentaliste du collège, avec lesquels Patrick, Yves et moi avons pu aller pour l'appel Baume au cœur. Je vais vous passer par... qui sont là. Merci à eux. Et merci donc à Madame Bordané d'avoir pu déjà réunir un binôme ce matin pour collecter toutes les anecdotes, les témoignages des anciens élèves. Et on fera aussi ça par les réseaux, parce qu'il y a l'idée, l'année prochaine, de créer justement un livre autour de ça. D'ailleurs, voilà, vous voyez, c'est Mme Bordané, je crois, qui a fait cette affiche-là au collège, non? C'est vous, hein? Si vous voulez être apprenti journaliste, en vue d'un projet pour l'année 2024-2025, nous recherchons des apprentis journalistes. Donc l'idée, c'est appel Baume au cœur. Comme une mauvaise rencontre peut malheureusement bouleverser notre vie en un instant et pour le reste de nos jours, voire même définitivement, et bien à l'inverse, c'est aussi ça le témoignage de René, c'était d'aider les personnes dans le sport, mais pas seulement, du côté intellectuel, comme t'aimes bien le dire aussi Patrick, par exemple, sur les devoirs, sur l'insertion sociale, sur aider les personnes à devenir quelqu'un, en fait, juste elles-mêmes, en fait, et ça résonne très fort aujourd'hui, par exemple. Donc, voilà. Grâce à la dynamique qui est mise en place au collège Louis Pasteur, notre collège, où nous étions aussi ensemble avant, eh bien, l'année prochaine, nous avons l'ambition de créer un livre. Et sachez que dès lundi, je rencontre un grand professeur de l'université du labo C3S, comme on dit, Culture, Sport, Santé, Société à Besançon, avec qui j'ai déjà collaboré, et qui va sûrement nous aider justement à faire que ce livre puisse même résonner bien au-delà grâce au travail universitaire de ce laboratoire qui est très intéressé par notre initiative, sachez-le. Ça s'est fait dans la semaine. Patrick, on n'était encore pas tout en lien sur ça. Autour de ça, et justement pour illustrer ça, je vais vous passer 2 petites vidéos. Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, il y a comme une chaleur. Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur. Trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez. Vidéo, celle-ci a été passée le 18 juin, le jour de l'appel, le fameux appel. On a questionné toute la journée les 12 classes du collège que nous avons été voir, en leur demandant s'ils se souvenaient bien de cet appel, quel était-il. Et donc, voilà la petite vidéo que toutes les classes ont vue pour les inciter justement l'année prochaine à participer à la rédaction de ce livre, Les beaux mots cœur. Mais j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement.
Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Voilà cet appel, donc les Baumes au cœur. Je vous ai dit que ce projet avançait. On a même un autre projet, parce qu'on a la chance que le Collège de Jussey soit pilote pour tout le département, pour les TER, les territoires éducatifs ruraux. Et dans ce cadre-là, avec mon ami sur Besançon, Hervé Boyon, qui est co-organisateur du RAID Andifort, nous avons déjà le projet de mettre en place dès cette année sur la communauté de communes autour de Jussey, de permettre justement cette communauté de communes ici, des Hauts du Val-de-Saône, de permettre à tous les jeunes, en fait on vous reparlera de ça plus tard parce que ça c'est en perspective, mais c'est aussi de notre rencontre, Patrick et Yves, avec Monsieur Morel, donc le principal du collège. Des choses à venir. Je voulais aussi, parce qu'on parle de René ici, et quand on a fait le tour avec tous les enseignants, toute la team des enseignants et des élèves du collège de Jussey, moi je voulais vous parler aussi de ma grand-mère, ma mamie Suzanne. Ma mamie Suzanne, elle était instite ici, à Jussey, et j'aime bien, avec son petit vélo, elle m'a raconté que pendant la Deuxième Guerre, il lui arrivait de faire 100 km à vélo pignon fixe pour les spécialistes, pour juste aller donner son cours en fait. Elle n'attendait pas de médaille, pas de reconnaissance pour ça. C'est ce qu'on appelle vraiment la vocation. Et je voulais parler d'elle un tout petit peu pour l'honorer, puis c'est un grand honneur pour moi de parler d'elle, mais l'inspiration bien sûr de la famille autour de tout ça, mais aussi parce que justement, ce qui est intéressant avec René, c'est qu'il a inspiré beaucoup de jeunes dans tous les domaines pour pouvoir leur permettre de se réaliser. Voilà. Et j'aime bien rappeler que ma grand-mère, qui habitait toujours Jussey jusqu'à sa mort, toutes les semaines, au marché ou chez elle, elle avait des anciens élèves qui venaient la remercier. C'est ça aussi les Baumes au cœur, c'est se souvenir que oui, il y a des mauvaises rencontres, mais il y a aussi des personnes qui peuvent vous donner l'inspiration, l'élan, et qui vous font pouvoir vous réaliser dans la vie également. Donc encore une fois, si tous les anciens qui nous entendent, qui nous voient, ou qu'on verra tout à l'heure, je remercie les élèves qui vont commencer à prendre des témoignages, des anecdotes, parce qu'on va collecter toutes ces anecdotes pour en faire, encore une fois, un livre donnant une bulle d'énergie peut-être et d'inspiration pour la nouvelle génération. Maintenant, on va passer sur le thème de la conférence. Donc, voilà, je m'appelle Anthony Perrin, donc je fais de l'accompagnement en préparation mentale avec la société Mental Gagnant depuis les années 2000. René, tout à l'heure, me parlait du 3 mars 2008, et oui, aux Jeux Olympiques de Pékin, moi j'ai eu l'honneur d'accompagner un doublé or et argent en équipe de France de BMX avec Anne-Caroline Chausson, seule française médaillée d'or à Pékin, pour les disparités hommes-femmes déjà, mais on s'en occupait un petit peu différemment, nous, justement. Et puis, Laetitia Le Corguier, médaille d'argent. Et pour le VTT cross-country avec Julien Absalon et Jean-Christophe Perrault. Voilà. Donc on était la nation qui avions ramené, et la discipline avec le cyclisme, qui avions ramené le plus de médailles et le plus de titres également de Pékin, où il n'y avait eu que 8 médailles d'or à l'époque. Michael Phelps, tout seul pour les États-Unis, avait battu la France. Et c'est marrant parce que moi j'ai l'honneur aussi de m'occuper de Quentin Fillon-Maillet, par exemple, depuis 2019. Quentin, j'aime bien dire deux choses à son sujet. C'est le seul Français qui a ramené à ce jour 5 médailles, dont 2 titres olympiques, double champion olympique, lors d'une seule Olympiade. C'était à Pékin en 2022. Je dois avoir quelque chose en lien avec Pékin, moi. Mais c'était à Pékin en 2022 dans des conditions que je qualifierais d'horribles. Il faisait moins 22, les conditions sociales étaient exécrables avec le Covid et tout. Et lui, il avait la banane. Même Martin Fourcade, le plus grand champion olympique français à ce jour, en titre 5 médailles d'or olympiques sur 3 Olympiades, n'a jamais, il a dit lui-même, il a toujours fait ses résultats avec la boule au ventre, la peur. Et quand il voyait Quentin qui avait le grand sourire, la banane et tout, il se demandait comment il faisait. Et Quentin dépassait tous ses rêves d'enfant. Et comprenait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur pour lui, parce que les champions sont comme nous, ils ont leurs moments forts et leurs moments plus compliqués. C'est ce que je vous dis, qu'on est tous des champions olympiques du quotidien, mais qu'il y a une façon de faire pour pouvoir s'occuper bien de soi, c'est ce qu'on va voir juste après.
Et donc Quentin, oui, je lui ai dit qu'il faudrait juste un peu de temps quand on a dépassé tous ses rêves d'enfant pour pouvoir en générer des nouveaux pour la suite de sa carrière sportive et sa vie d'homme surtout après, où il va pouvoir générer beaucoup de bonheur et donner beaucoup d'inspiration à beaucoup de personnes sur tout le territoire. La deuxième chose que j'aime bien dire au-dessus de Quentin Fillon, c'est que c'est le seul Français, comme je vous ai dit, 5 médailles, 2 titres en un seul Jeux Olympiques. Mais la deuxième chose qui est aussi intéressante à savoir, c'est que quand il était minot, quand il était tout petit, à Saint-Laurent-Grand-Haut, son premier entraîneur de son premier groupe d'entraînement, son premier éducateur sportif, n'aurait pas mis une pièce sur lui dans son premier groupe d'entraînement. Et ça se dit beaucoup. On connaît les Didier Deschamps, par exemple, pour le foot, mais on n'entend pas souvent ces parcours-là. Et bien, on en a beaucoup partout, dans beaucoup de disciplines. Et bien, Quentin, personne n'aurait misé sur lui, et lui, aujourd'hui, est devenu le seul Français à avoir réalisé, et on verra si Léon Marchand, dans quelques temps, dans quelques semaines, peut le battre, parce qu'il pourra peut-être prétendre à 6 médailles. Et combien de titres, nous verrons ça. Voilà, c'était pour parler simplement, moi je m'occupe de pas mal de personnes depuis un moment, voilà. Simplement pour resituer les choses, parce qu'en France on a beaucoup de mal avec la préparation mentale, parce qu'on est méconnaissant de tout ça en fait. Donc mon rôle en tant que préparateur mental depuis 24 ans aujourd'hui, c'est d'abord d'informer mieux les personnes sur ce qu'est et ce que n'est pas la préparation mentale. Donc la préparation mentale, c'est simplement un ensemble de stratégies, de techniques et de méthodes visant à optimiser le potentiel psychologique de l'athlète afin de réaliser une performance sportive. Il faut dissocier cette préparation mentale de ce qu'on appelle le suivi psychologique, qui lui s'adresse avant tout à l'individu, à son épanouissement et à son équilibre dans sa vie d'homme. Donc pour résumer, la prépa mentale n'est qu'un petit bout de tout le développement psychologique de l'individu. D'accord ? Donc en France, on fantasme, on raconte plein de bêtises là-dessus, on est encore dans les gourous, les sectes ou je ne sais quoi, mais sachez que toutes les autres nations ont beaucoup avancé. Alors depuis 2017 et le plan Onesta pour les Jeux de Paris, ça a un peu évolué, mais on va faire les comptes très lors de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors vous aviez donc en photo, excusez-moi, donc oui, les deux doublés or et argent dont je vous parlais à Pékin, Julien Salon et Jean-Christophe Perrault, qui fera deuxième du Tour de France quelques années plus tard, et puis Anne-Caroline Chausson et Laetitia Le Cordier. Je dis ça parce que le 111e tour débute aujourd'hui, et il est décalé, il finira à Nice, c'est quelque chose, on est dans une année spéciale cette année. Donc, par exemple, la mise en place, bien sûr, Quentin, il l'a tellement bien fait, la poursuite du bonheur. Le but du travail en préparation mentale est toujours le même, en fait. C'est développer la connaissance de soi et de son fonctionnement pour être plus performant et donner 100% de son potentiel en compétition. Donc le pour, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais pour mental gagnant, le pour, ça veut dire coûte que coûte, quoi qu'il arrive, essayer d'être positif, optimiste, utile et réaliste. Et ça, ce sont des valeurs fondamentales qui me tiennent beaucoup à cœur. Ah, Julie Bresset, par exemple, en photo, là. Julie aussi, elle a été championne olympique en 2012, en VTT. Elle a été championne olympique, elle n'était pas encore élite. Et ça, c'est intéressant. Les sports d'endurance, on dit toujours, Monsieur Châtelet, on est en fait les Jeux Olympiques en endurance. Énorme. Eh bien, Julie, c'est pareil, le VTT, la moyenne d'âge des titres olympiques avant elle, sachant que le VTT n'a commencé l'Olympisme qu'en 87. C'est tranquille, 96, 2000, 2004. On est en 2008 et 2012. C'était que la 5e Olympiade, la moyenne d'âge était à 28 ans. Elle a été championne olympique avant 23 ans. Elle était encore espoir. Pourquoi ? Parce que justement, quand on utilise les techniques de préparation mentale, un des buts est de gagner du temps sur l'expérience. Pas pour éviter l'expérience, mais juste pour optimiser les choses comme on le fait au niveau physique, au niveau technique, au niveau de l'environnement, de la stratégie, de la tactique, du suivi pour son corps. Et bien, on va faire la même chose au niveau du mental. Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup de retard en France, parce qu'on est encore à une vision très archaïque de tout ça. Comme on avait la vision archaïque de la préparation physique il y a une trentaine d'années, ni plus ni moins. Et ça, il faut quand même qu'on se questionne de tout ça. Donc, j'insiste juste, voilà, il y a 3 types de travaux qui sont mis en place, sur les dynamiques de groupe et les projets, les habiletés mentales d'apprentissage, comme on va faire ce matin 2 techniques d'apprentissage, et puis on adapte tout ça individuellement, on fait une mesure du cousu humain, si vous voulez. Je parlais des Jeux de Pékin, par exemple, la natation.
natation était le matin. Donc on disait aucun record battu parce que la télé américaine, je vous rappelle ça simplement. Mais on avait juste oublié qu'il y a eu une innovation technologique en 2008 avec les combinaisons en fait. Et il n'y a jamais eu autant de records du monde qui ont été battus lors des Jeux de Pékin. Entre ce qu'on a dit, ce que c'était en vrai et ce qu'on en garde, vous voyez que c'est très très différent. Et on ferait bien de se le rappeler à chaque fois. La vie nous apprend toujours les choses. Donc, ceci étant, je vais vous passer une petite vidéo justement pour présenter le fameux mental olympique. L'entraîneur du VTT disait aux Jeux Olympiques, le P d'une mouche prend des résonances planétaires, pour te résumer un peu vulgairement les choses, mais ça donne bien une idée du contexte et de la difficulté de gérer cet environnement, même mieux, de le maîtriser, et la différence est phénoménale. Les niveaux techniques ne sont pas plus forts que sur une Coupe du Monde habituellement, même plutôt en deçà parce qu'il y a plus d'erreurs commises, mais c'est bien la dimension mentale, donc psychologique, et donc d'abord la maîtrise émotionnelle qui va beaucoup faire la différence dans les grands moments. Bonjour, je m'appelle Anthony Perrin, j'ai eu un passé de sportif, j'étais handballeur au début, mes études je voulais faire prof de PS, et suite à un accident au hand, je suis tombé sur la tête, j'ai eu des complications derrière, qui, comme disent les Québécois, je suis tombé en amour avec la psychologie de sport. Ça m'a ouvert tout un champ et m'a révélé ce que je devais faire en fait en venant ici, c'est-à-dire accompagner les personnes pour leur permettre de réaliser leurs rêves au niveau de la préparation mentale. J'ai eu la chance de m'occuper des équipes de France de VTT cross-country olympique et de BMX de 2005 à 2012. Et donc dans ce cadre-là, on a réalisé 2 doublés or et argent aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 avec Julien Absalon et Jean-Christophe Perrault pour le VTT cross-country olympique. Et puis avec Anne-Caroline Chausson et Laetitia Le Gorguier en BMX Race. Parce que suite à cette expérience-là, j'ai accompagné également Julie Bresset, qui a été championne olympique de VTT cross-country en 2012. Et j'ai eu aussi le grand privilège d'accompagner Quentin Fillon-Maillet pour les Jeux olympiques de Pékin 2022, cette fois-ci dans les Jeux d'hiver. Voilà, et qui a réalisé ce qu'aucun Français n'avait réalisé avant lui, c'est-à-dire ramener 5 médailles d'un seul Jeux olympiques. Pour moi, il y a 4 grandes catégories. Il y a la catégorie de l'approche de la compétition qui va regrouper des choses liées à la motivation, liées à la fixation d'objectifs, liées à des routines de performance, par exemple. Il y a la catégorie qu'on vient d'évoquer juste avant sur la spécificité du contexte olympique, qui est la maîtrise des émotions et la préparation, justement, où là, on va parler plus des choses comme des outils comme la cohérence cardiaque, maintenant, qui est beaucoup utilisée, les techniques de relaxation, de préparation à l'objectif, de visualisation, d'imagerie mentale. On a un autre bloc qui est sur plus la confiance en soi, le leadership, qui n'est pas un gros mot, même si en France on a encore beaucoup de mal avec cet aspect-là. Il y a vraiment un mindset, comme on dit, un état d'esprit qui n'est pas encore l'état de flow dont on entend souvent parler, un état un peu de béatitude et tout ça. Non, non, le mindset c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler, que chacun construit à sa façon. Et il y a une dernière partie qui est sous-abordée en général, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est tout ce qui est lié à la vie de groupe et aux équipes gagnantes en fait. Phrase de mental gagnant, c'est pour associer joie et performance de haut niveau. Et le pour, il veut dire essayer, coûte que coûte, quoi qu'il en soit, d'être positif, optimiste, utile et réaliste. Et la joie et la performance sont 2 notions qu'on oppose habituellement, alors que le muscle au niveau physiologique n'est jamais autant efficace que quand le mental est relâché, parce que c'est là qu'il va être le plus performant. Dis-toi que c'est la même chose. Il faut trouver des moyens, et chacun a ses combinaisons, pour le jour J, rester cool, entre guillemets, être détendu et prendre du plaisir, alors qu'en apparence, tout le contexte s'y oppose. Pour caricaturer, il y a 2 grands modèles. Il y a les modèles plus cognitifs, intellectuels qui vont être dans la pensée, et il y a les modèles plus physiques en fait qui vont être plus dans la pratique et dans le ressenti de leur corps quand ils font. Oui, le mental devient et de plus en plus déterminant plus il y a de la pression, mais en fait, le mental, il agit tout le temps. Donc, si une personne est vraiment au-dessus sur les autres composantes physiques, tactiques, techniques, il peut que sa dégradation mentale ne l'empêche pas de réaliser le titre puisqu'elle est une jambe et demie au-dessus des autres, par exemple. Tu parlais tout à l'heure des athlètes olympiques. Eux ont passé le stade de la préformation, de la formation, du niveau élite. Ils sont dans l'excellence, comme on dit, c'est-à-dire ils sont là pour performer et ramener les médailles, les titres olympiques et mondiaux. Donc, eux sont à un moment où ils peuvent vouloir mettre tellement de contrôle sur la situation qu'il faut apprendre justement, comme on dit, à lâcher prise, mais c'est plus à lâcher ce qu'on sait pour faire confiance à ce qu'on ressent, et notamment notre intuition. Je vais commencer par Novak Djokovic, par exemple, actuellement. Enfin,
c'est vraiment le profil de personne qui met tout en œuvre dans l'écoute de son corps. Et donc, c'est très mal perçu, compris par beaucoup de personnes parce qu'elles n'ont pas accès à ce qu'on fait là, en fait. À de l'échange et de la culture, en fait, entre guillemets, à de l'information autour de ce que c'est vraiment. Et elles sont dans les fantasmes, dans toutes les vieilles histoires qu'on a entendues sur les gourous, je sais pas quoi. Et donc, il est vraiment temps qu'on sorte de ça pour rentrer dans la culture de soi, qui n'est pas de l'égoïsme, en fait, qui est travailler à l'élévation de la personne de plus haut et plus haut et plus haut. Caroline Chausson, finale des Jeux Olympiques BMX 2008. Il faut savoir que ça va être la première finale de l'histoire du BMX, donc les Américains ont mis le paquet, entre guillemets. Ils ont même réussi à décaler la journée parce qu'il pleuvait, alors que c'était pas possible et ça n'était jamais arrivé dans le calendrier olympique. Bref. Et à ce moment-là, elle décide pour la première fois, alors que c'est pas du tout son tempérament. Quand elle est sur la ligne, déjà, elle a réfléchi parce qu'elle a choisi sa ligne un mois avant. En fait, tout était. Moi, elle m'a dit, Anthony, j'ai été 17 fois championne du monde avant, mais le jour de la finale, j'ai appuyé sur play et tout s'est déroulé comme je le souhaitais, en fait. Et ça, j'avais besoin de la préparation mentale pour ça. Et ce moment-là, alors que c'est pas du tout sa nature, qu'elle n'a jamais fait ça, elle a repensé au préparateur mental, elle a regardé l'anglaise qui était leader mondial et tout, et qui était prévue pour gagner ce coup-là. Elle a regardé et dit « Today it's my day ». Elle lui a juste dit ça, et c'était tellement différent de d'habitude. Et à ce moment-là, ça l'a vraiment, pour l'autre, a dû gérer quelque chose. Mais Anne Carros, ça la mettait juste dans son mode en fait qu'elle avait prévu et comment elle a fait. L'autre est parti beaucoup plus fort. Elle lui a fait un dépassement, comme elle dit, d'école de cyclisme. Mais à ce moment-là, être capable de faire quelque chose de si simple, si maîtrisé par la base, entre guillemets, les débutants et tout, et pourtant si complexe de le mettre en œuvre à ce moment-là dans le bon timing. En fait. Voilà, donc c'est pour te donner un exemple à la fois de préparation, d'interaction, de conditionnement, de leadership, et puis à la fois de réalisation technique à un moment clé du truc. Et là, pour finir l'histoire, l'anglaise ne supportera pas d'être deuxième et préférera essayer de la shooter dans le dernier virage, quitte à tomber, ce qu'elle fera, ce qui permettra à l'autre française, Itzia Okogie, qui était troisième, de faire le doublé. En fait. 1 et 2. Voilà, donc je voulais passer aussi ce petit témoignage de Quentin en remerciement. Salut, c'est Quentin Furmaillet et je souhaite faire le lien aussi avec mon préparateur mental Anthony Perrin, donc mental gagnant, qui me suit depuis maintenant quelques années et qui m'a permis voilà, de transformer les doutes et l'incertitude en victoire. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. Donc merci à lui qui aussi parraine et aide l'événement. Donc voilà, et bien merci à tous et à bientôt. Super. Merci Quentin, toujours. Simplement, Quentin, on n'imagine pas, et quand je vous dis on est tous des champions olympiques du quotidien, surtout en ce moment, se lever le matin à faire juste ce qu'on a à faire, puis arriver paisiblement le soir, c'est déjà quasi un exploit, et on l'oublie. Parce que si on se souvenait que si on est arrivé ici aujourd'hui, on a dû tous traverser quelques écueils, le chemin il n'est pas comme ça, il est même pire que ça en fait normalement. Hein. On a tous eu des épreuves et tout ça, et si on est là aujourd'hui, simplement notre mental il l'oublie, et on se projette sur la peur. On va y revenir. C'est des systèmes de on va dans les écoles, on va partout. En fait. Et donc, je vous dis ça parce que Quentin, on n'imagine pas qu'il doute, qu'il a peur. Il a déclaré à la télé, hein, donc c'est public, je peux vous le dire facilement, une fois qu'il a gagné sa 2e médaille d'or à Pékin, il a dit, parce qu'on lui reprochait de vouloir dire qu'il voulait gagner, et j'étais la seule personne à leur dire, déclare à l'univers ce que tu veux, c'est le meilleur moyen de l'obtenir. Et France, on n'a pas le droit de dire. Tu dois dire, tu vas être pris, et c'est ce qui s'est passé. Il a dit pour qui il se prend, et il y a Martin Fourcade devant, et jamais il y arrivera. Mais lui, il a été construit que comme ça, ces gars. Je vous ai dit, de petit, on a dit jamais ce sera lui. Et aujourd'hui, il n'y a que lui qui a fait ça, en une fois. Ok? Et je vous dis ça parce que, justement, lui a déclaré,
Je croyais que je voulais gagner, et maintenant que j'ai gagné 2 titres olympiques, je sais ce que c'est de gagner. Et j'avais peur de gagner avant. Entre le dire, le faire, le vivre. Et Quentin, on a beaucoup travaillé sur sa capacité. On l'appelle Robocop, on l'appelle l'ingénieur, on l'appelle parce qu'il fait tout, il contrôle tout. Mais pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour les jeux, il a dû apprendre à lâcher et à faire confiance à son ressenti. C'est pour ça que vous l'aviez peut-être vu. Il prenait des groupes, le lead de groupe, il prenait la tête de groupe à ski, alors qu'en endurance, on doit s'économiser tout le temps. Mais non, parce qu'il avait besoin d'affirmer quelque chose à ce moment-là. Et ses entraîneurs ne comprenaient pas avoir la piste. Il prenait le lead, pareil, devant les situations de tir, avant le pas de tir. Et ses entraîneurs disaient, mais non. Et lui avait besoin pour marquer psychologiquement ses adversaires avant les Jeux Olympiques. Pour qu'au moment où aux Jeux Olympiques, il allait rentrer en tête, ils aient déjà à moitié compris que l'affaire était réglée. Comme ça, il a beaucoup moins de pression, lui. Il s'applique juste ce qui est fait, et c'est déjà beaucoup, parce que c'est compliqué à faire. Mais vous voyez que tout cet impact-là, et ça, c'est une méconnaissance qu'on a de ces fonctionnements-là. Et ce n'est pas magique ou sorcier ou je ne sais quoi. C'est juste déclaratif. Il faut prendre conscience des choses et travailler les techniques pour les apprendre plus vite. Je vais vous passer pour la vie réelle un témoignage aussi de mon ami Fabrice Vettoretti, qui est coach pour le Japon, pour le cyclisme olympique, la sur-piste, pour les Jeux de Paris. C'était le fameux entraîneur lors du titre de Anne-Caroline. Bonjour. Bonjour à tous. Salut Anthony. J'espère que vous allez tous bien et que ces petits échanges se passent bien. Alors je vais vous raconter une anecdote. J'en ai plusieurs, j'en ai connu tellement, on en a connu tellement. Mais j'en ai une qui est particulièrement forte et qui m'a marqué pendant, même maintenant j'y pense encore. C'est que c'était avec Anne-Caroline Chausson, c'était pour les Jeux Olympiques de 2008. Et on était dans la phase finale, dans le dernier stage de préparation, on avait terminé toutes les phases de compète. Et on passait des entretiens individuels qu'on avait filmés. Et on était on était fin juillet, et les jeux commençaient mi-août. Et nous on passait le 22 août exactement. Donc c'était aux alentours un petit mois avant. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'entretien, on a réussi avec Anthony dans les échanges qu'on a eu à 3 avec Anne-Caroline, c'était de lui faire formaliser le scénario de l'histoire qu'elle devait avoir à écrire un mois plus tard. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont primordiales dans le BMX, c'est le choix de la place sur la grille. Elle se détermine par rapport à des temps qu'on va effectuer pendant les phases qualification. Et pour la finale, le choix, si vous êtes en premier, vous choisissez la meilleure place que vous pouvez. Donc en fait, on avait imaginé le scénario. À l'époque, sa rivale numéro 1, c'était l'anglaise Shanez Reid, qui était quasiment imbattable. Et elle avait dit, si elle va choisir en premier, et elle va choisir la 1. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Alors moi, je choisirais une place dans le milieu, pour pas être à son contact, parce qu'elle l'empêchera de pouvoir s'exprimer sur la première droite et de pouvoir construire sa course. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la dernière demi-finale. Anne-Caroline a levé un peu le pied pour pas avoir le meilleur temps, et elle a choisi en deuxième. Quand on s'est retrouvé en bas de la butte, quand je l'ai accompagnée pour pouvoir monter sur la butte de départ, sur la grande rampe de 8 mètres, Shanaz nous a jeté un œil, elle nous a regardé, elle a choisi la place, elle est partie, elle est montée. Et là, Anne-Caroline m'a regardé droit dans les yeux, et elle a pris la 4. Et là, le scénario a pu vraiment correspondre à le plan qu'elle avait construit dans sa tête, dans son schéma de course. Et on est monté. Je l'ai accompagné jusqu'au départ. Et quand je suis arrivé en haut, sur la plateforme, il y avait Shanaz à la 1, couloir extrême. J'ai placé le vélo à la couloir 4, à Anne-Caroline. Elle est montée sur son vélo, je lui ai pris ses 2 mains, et je lui ai dit, relax. Et j'ai jeté un œil sur Shanaz qui m'a regardé avec son œil. L'œil de la peur, l'œil de la terreur. Et là, Anne-Caroline l'a regardé. Elle lui a fait ça. Elle lui a dit, aujourd'hui, c'est moi qui gagne. Et donc je suis redescendu. Et l'histoire derrière, on la connaît. Tout ça pour vous dire une chose, c'est que
ce qui est important dans la vie, c'est quand même de pouvoir, quand on a rendez-vous avec l'histoire, écrire une histoire, c'est bien. Mais il faut quand même avoir un scénario. Il faut quand même se construire, il faut quand même se donner un schéma de vie. C'est très important. Et puis, vous qui êtes jeunes, vous qui êtes l'avenir, parce qu'on aura besoin de vous, vous devez sans arrêt croire en vous, vous devez sans arrêt croire en ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'autour de vous, on vous dira toujours « mais non, mais oui, mais non, mais tu comprends, mais c'est difficile ». Mais ça, vous pouvez l'entendre. Mais l'écouter, c'est autre chose. Parce que la perspective de votre vie, elle vous appartient. Donc, pour pouvoir rester vivant, pour pouvoir exister, pour pouvoir aboutir à vos projets de vie, sans arrêt, et c'est la remise en question, et sans arrêt, c'est croire en soi. Des chutes, il y en aura toujours, parce que la vie, c'est jamais linéaire. Mais il faut avoir confiance en la foi, il faut avoir confiance en soi, il faut y croire. Voilà. Et puis une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous voulez apprendre à connaître quelqu'un, n'écoutez pas ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour tous, et à bientôt. Merci. Donc voilà, la vie réelle, on en a parlé, notre quotidien à tous. Maintenant, on va passer à l'étape pratique de la conférence. Donc, on va enchaîner deux techniques. La première, c'est la bulle de concentration. Voilà, je n'avais pas, je suis encore pas un spécialiste. Voilà, mon petit réglage n'était pas bon. C'est pour ça que le son était moins bon. Mais maintenant, on a besoin d'un bon son pour faire l'exercice. Et ça tombe bien, il est là. On va faire tous ensemble un exercice pratique sur se centrer. Je sens Zizou dans le dos, c'est quelque chose. Zizou, ça doit te parler. Alors, se centrer, je vais vous faire une image pour que vous puissiez ancrer plus facilement et y revenir facilement. D'accord ? C'est pas de la manipulation, c'est juste que c'est un conditionnement. C'est comme quand on s'échauffe pour ne pas se faire mal aux muscles avant d'envoyer du lourd, comme on dit, avant d'aller à l'intensité maximale. Donc la publicité, c'est que ça. Vous voyez des images partout pour vous imprégner la tête, etc. Donc l'image que je vais vous proposer, c'est d'imaginer un torrent. En plus, là, il y a beaucoup de crues et sûrement ce soir encore avec les orages qui viennent. Donc imaginez un torrent, en fait. Et nous, on est dans ce torrent-là, en fait. Et particulièrement en ce moment, comme on a dit. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas agir sur le torrent. On n'a pas la possibilité de fermer le fameux robinet pour que ça s'écoule plus tranquillement. Notre seul pouvoir, vraiment, en fait, c'est par rapport à nos pensées et nos actions qu'on peut avoir en lien avec ces pensées. Se centrer, vous imaginez que vous êtes dans le torrent, se centrer, c'est s'autoriser à venir sur la berge quelques secondes, et vous ne changerez pas à l'eau, mais vous allez vous recentrer par rapport à vous-même, et ça veut dire que ces quelques instants vont vous faire vous reconnecter. J'aime bien dire, on vous aide à vous reconnecter à votre puissance. C'est par là, en fait, la puissance. C'est quelque chose qui est très viscéral, qui est très au fond de nous, comme l'instinct, par exemple, des choses comme ça. Et donc, l'instinct, il est lié par la peur, mais avec votre mental, vous pouvez faire que cet instinct-là, il vous aide justement pour réaliser ce que vous voulez aussi. Et c'est exactement ça, se centrer. On est dans le torrent et on va venir se poser sur la berge un instant. Donc, quand vous êtes centré, vous repartez après dans le torrent, bien sûr, mais vous êtes ressourcé 2 secondes. Surtout, vous avez repris vous-même le contrôle de votre attention. Et avec tout ce qu'on a, nos engins électroniques, l'intelligence artificielle maintenant et tout, on est sans cesse en train de nous hacker, de nous voler notre attention. Donc c'est un exercice essentiel, pour ne pas dire fondamental, qui devient presque de la survie à l'heure actuelle. La boîte de plomb pour ne pas péter les plombs, justement, hein, le petit disjoncteur qui fait du bien. Et je vous dis ça parce que, voilà, comment se centrent les champions. Et vous pouvez regarder lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, ceux qui se mettent dans leur bulle, comme ils disent, de concentration, et on entend souvent ça dans les interviews, « Oh, j'étais bien dans ma bulle » ou bien « Non, j'étais pas là, en fait, j'avais du mal à être dans ma bulle » et tout ça. Et vous allez voir, cela fait beaucoup de différence, bien évidemment, et que l'exercice, vous allez voir, il est hyper simple, et on peut tous le faire. Je le fais pour des enfants de maternelle, hein, donc je vous invite à croire que c'est vraiment accessible. Et simplement, moi j'interroge toujours pourquoi on n'a pas accès à tout ça, librement, tranquillement,
dès le plus jeune âge pour arriver à se maîtriser mieux en fait, et à être maître de ce qu'on veut pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire. Donc l'exercice, je vous invite à décroiser les bras, les jambes, à fermer vos yeux pour vous isoler du contexte, et on va venir simplement porter son attention sur les différents points de contact. Par exemple, on va venir porter son attention au niveau de sa chaussure, son pied dans sa chaussure, et on va essayer de ressentir son pied qui repose complètement dans la chaussure. Vous allez faire pareil pour l'autre pied, vous essayez de ressentir le contact de votre voûte plantaire, par exemple dans votre chaussure. Ensuite, on va faire pareil au niveau de l'assise. Vous allez venir ressentir l'appui de vos cuisses, par exemple, sur la chaise, le dossier, et le bassin, bien sûr, avant, le dossier. Et puis, vous allez ensuite venir porter votre attention au niveau du front, en essayant de ressentir votre front comme s'il devenait tout lisse, tout plat. Alors, simplement de faire ça, ça aide à chasser beaucoup de pensées dans le mental, et ça, c'est très efficace déjà. Et puis ensuite, vous allez venir porter votre attention quelques centimètres au-dessus de votre nombril, au niveau du sternum, au niveau anatomique, ou au niveau du diaphragme, le muscle de la respiration, au niveau physiologique, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle le plexus solaire, ou le centre des émotions. Il y a juste à venir porter son attention sur cette zone-là, et voilà, vous êtes centré. Vous pouvez ouvrir les yeux, l'exercice est terminé. Donc vous pourrez dans les témoignages, les échanges, revenir sur cet exercice si vous voulez, et je vous invite donc, maintenant que vous êtes à vous entraîner à ça, à le faire plusieurs fois par jour pour reprendre le contrôle vous-même et la maîtrise, c'est encore mieux, parce que le contrôle c'est dans la peur et la maîtrise c'est dans le néocortex, c'est dans l'utilisation de la partie la plus intelligente de notre développement cerveau. Alors que la peur c'est notre cerveau primaire, limbique, celui qui est les instincts de survie, qui fait que sur les coups de 11h30, s'il y a un but de barbac qui passe, on est que 3-4 à être intéressé. Par contre, à 14h, bof, oh, vas-y, je te le laisse, ça vaut mieux. C'est ça nos instincts, c'est très primaire en fait. Et donc ça, on est en permanence sollicité sur ça, parce que c'est des comportements primitifs. Nous sommes des humains, des animaux évolués. Et encore, ça dépend des fois. Donc c'est à nous de montrer qu'on est vraiment évolué. Donc pour faire ça, il faut qu'on apprenne à devenir maître de nous-mêmes pour réaliser ce qu'on veut. Et se centrer, ça ne change pas la situation, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème, pardon. Par contre, ça vous aide simplement à revenir à vous. Et revenir à vous, c'est la base pour émaner votre puissance, émaner vos capacités réelles. Et ça, les sportifs qui font ça ont accès à vraiment toutes leurs capacités. On les dit très égoïstes, très égocentrés et tout, c'est vrai, mais à côté de ça, ils ont appris comme ils l'ont fait sur les champs techniques, tactiques, physiques, environnementaux, y compris au niveau mental, à être bien centrés sur eux, à bien prendre la maîtrise de leur concentration. Voilà cet exercice aussi simple que ça. Et cet exercice-là est un échauffement pour l'autre que nous allons voir maintenant. Donc sur la confiance, le stress et les émotions, comment se mettre en phase avec ces émotions. Une fois qu'on est centré comme les champions, ça le fait, pour les bons, hein, et vous verrez tout ça à Paris. Et bien maintenant, on va voir comment se mettre en phase avec ces émotions. J'ai inventé, si on peut dire qu'on a inventé quelque chose, je ne le sais pas moi-même, et pour résoudre un problème qu'avaient les pilotes de BMX, les fameux de l'équipe de France, à Papendal en 2010, Papendal en Hollande, il y avait beaucoup de vent en fait. Et la butte de départ, comme vous verrez à 50 ans en Yvelines, pour les Jeux, est à 8 mètres. Et en 3 secondes 5, ils sont à 60 à l'heure. C'est l'accélération d'une Porsche. Hein. Le tout pour faire un saut de 4 mètres de haut, 10 mètres de long, à 8 de front, côte à côte. Donc, une fois que vous avez sauté, c'est comme disait dans le film, très bien, de Mathieu Kassovitz, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et bien là, eux, c'est pareil. S'il pleut, c'est moins bien, mais s'il y a du vent, ils peuvent être enlevés comme une feuille, en fait. Vous voyez, si la bourrasque de vent, ou pire que ça, la rafale, ou voire plus si c'est plus important, ils peuvent être balayés en l'air, parce qu'ils n'ont plus aucun moyen de contrôle sur la situation. Ils peuvent gérer l'impulsion, ils peuvent maîtriser la réception, mais entre-temps, ils peuvent que se gainer, qu'être les plus denses possibles pour faire face à ce qui arrive, mais le reste, ou être relâchés comme ils veulent, mais ils ne peuvent pas faire face. Je vous dis ça, donc il y avait beaucoup d'appréhension et de peur le matin de la compétition, parce qu'accessoirement, ils peuvent jouer vraiment leur vie, en fait. On a fait beaucoup d'hôpitaux quand je m'occupais des équipes de France, malheureusement, de BMX. Et donc, cet exercice-là était pour les aider, justement, à maîtriser les émotions. Vous avez les émotions de base qu'on connaît, ici, par exemple, qui sont...
Et bien pareil, je vous propose qu'on essaye tous ensemble le check des émotions. Donc on est centré d'abord, donc vous pouvez enchaîner les deux techniques, l'ensemble, si vous êtes OK avec... Plus vous allez vous entraîner, comme c'est un apprentissage, c'est comme le reste. Plus votre cerveau il va assimiler, plus votre corps il va se mémoriser, et plus dès que vous allez commencer l'exercice, votre corps va répondre tout de suite à l'appel de votre cerveau. C'est simple. Donc le check des émotions. Pour checker les émotions, on va vérifier si on est OK ou pas aux émotions. Ce qu'on rencontre tous, c'est qu'avant une situation, on a peur de ne pas y arriver, on a peur que ça ne se passe pas bien, ou on est confiant que ça va bien aller. Des fois, on est même surconfiant et on oublie des choses. L'essentiel des accidents est dans les 3 à 5 km autour de nous en voiture. Hein. Parce que c'est tellement chez nous, on a tellement l'habitude, on connaît tout, qu'un jour, il se passe quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, un poids lourd qui ne vient jamais dans notre lotissement, par exemple, et tout ça, et qu'on est en sous-vigilance, en sous-attention, en sous-stress, comme on dit. Et donc, on ne prend pas l'information, et là, c'est le drame. Ce qui explique pourquoi. Parce qu'on est en sous-vigilance, par exemple. Donc, OK ? Donc là, par exemple, le check des émotions, c'est un outil, une technique pour vérifier à soi-même, tout seul, si on est bon ou pas avant, plutôt que de s'inquiéter, de serrer les fesses, de croiser les doigts et d'espérer que ça va bien se passer, avec beaucoup d'appréhension. Donc ce check, c'est simple, il suffit de produire un son et d'essayer d'écouter ce son, s'il est continu dans le temps ou s'il est discontinu dans le temps. Je le fais pour vous. Je me mets une médaille tout seul. En fait, de deux façons on peut faire. Soit on sifflote comme ça, on essaye de tenir une note longtemps, ou on tient une note, on fait un et on écoute si ce son, il est continu ou s'il est discontinu. Et s'il est continu, ça veut dire qu'ici, là, le centre des émotions dont on a parlé tout à l'heure, le plexus solaire, c'est là qu'on est venu se centrer à la fin, sur cette zone ici, là. Et bien, cette zone-là, ça veut dire qu'elle est ouverte, détendue, relâchée, et donc, comme ils disent dans les émissions de chant, la colonne d'air, elle circule partout, en fait. Okay, et quand on est stressé, la première chose qui va se passer, on va avoir tendance à verrouiller, à fermer tout ça. Et si vous faites un sport comme le cyclisme, vous êtes un cintre toute la journée, ceux du Tour de France, qui ont en plus une attitude fermée des épaules, le corps penché en avant, vous imaginez que ça n'aide pas à tout ça, en fait. Donc si vous ne régulez pas ça, si vous étirez pas comme ils font pour les autres muscles, en fait, s'ils ne pensent pas à s'étirer régulièrement tout ça, à faire du travail d'augmentation pour compenser leur attitude de base, en fait, et permanente, quasi sur le vélo, et ben ça va être terrible. Et ben nous, on peut faire la même chose, en fait. Faire cet exercice-là pour checker si là c'est bien ouvert, si la porte est ouverte et que ça circule bien, ou au contraire, si c'est verrouillé. Et on va voir ce qu'on fait si c'est verrouillé. Je vous invite à faire ce petit, ou le sifflement, ou la note, et vous écoutez, soit c'est continu, et vous mettez bien la médaille vous-même, vous n'attendez pas que l'extérieur vous dise que vous avez réussi, comme ça vous aurez confiance dans vos capacités pour faire, et vous saurez que vous êtes OK aux émotions. J'insiste, c'est pas parce qu'on est OK aux émotions qu'on va réussir ce qu'on a à faire, hein. C'est juste qu'au niveau émotionnel, comme on peut être prêt physiquement, comme on peut être prêt techniquement, avec les champions et l'olympisme, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la donnée cruciale et fondamentale avant toute échéance olympique, en fait. Parce que comme je disais, comme disait si bien mon ami Yvon Rocher, l'entraîneur du VTT, le head manager du VTT à l'époque, le paix d'une mouche aux Jeux Olympiques prend des proportions planétaires. Donc rien d'habitude devient quelque chose. Allez-y, je vous invite à essayer. Donc si votre son est continu, bravo à vous. Et sinon, pas de souci, on va voir comment on peut faire la petite régule. Parce que c'est comme les autres choses. C'est comme la technique. Quand nos marques ne sont pas bonnes à l'échauffement, ben on ajuste ces marques parce qu'il y a du vent, parce qu'on est moins bien, parce qu'on est mieux que d'habitude, parce que l'excitation de la compétition fait qu'on va à peine plus vite qu'à l'entraînement quand on a pris les marques, par exemple. Parce que bien sûr que le mental de compétition n'est pas du tout le mental de l'entraînement non plus. Et on a des champions de l'entraînement, des champions de la compétition qui ne veulent pas s'entraîner, des champions de l'entraînement qui perdent leurs moyens en compétition. Enfin, je vous fais le film rapidement, mais on navigue tous tout le temps en permanence dans ces extrêmes-là, en fait, au milieu de ces extrêmes-là. D'accord ? Quand on en prend conscience, on apprend juste à se réguler en fonction de qui on est et comment on est au moment où on a fait les choses. Ça paraît simple quand je vous l'explique. Hein. Ça l'est, quand on apprend ces choses-là, ça devient facile. Donc,
Soit vous vous êtes mis la médaille et bravo, félicitations à vous, vous êtes OK aux émotions, ça veut dire que vous êtes prêt à faire face et à accueillir ce qui va venir. Si c'est négatif, vous serez prêt à faire front, et si c'est positif, vous n'allez pas vous enflammer, parce que vous n'êtes pas encore arrivé peut-être. Donc il faut tenir la distance aussi pour aller passer la ligne devant, hein, quand même. Vous avez vu l'anglaise, elle n'a pas supporté en 2008 de faire deuxième. Ah, je vais dire comme cette anecdote, Anne-Caroline Chausson, qui avait été 17 fois championne du monde dans différentes disciplines avant les Jeux, m'a dit d'ailleurs qu'elle avait bien eu besoin de la préparation mentale pour les Jeux parce qu'elle avait perdu son papa en montant dans l'avion pour le test event un an avant. C'est pour ça que quand elle passe la ligne, elle signe le ciel, bien évidemment. Mais également pour faire face à tout ça en fait. Et elle voulait, en tant que grande championne, ne pas battre son adversaire avant les Jeux Olympiques parce qu'elle disait, si moi quelqu'un me bat une fois dans l'année, je vais remuer le ciel et la terre, tellement elle a d'orgueil, tellement elle a de vanité, tellement elle est exceptionnelle de son tempérament en fait, de sa personnalité. De grande championne, elle dit, je ne veux surtout pas réveiller ça chez l'autre. Je vais la laisser croire qu'elle va le gagner, et au dernier moment, puisqu'elle ne voulait que le titre olympique, l'entraîneur favorisait Toretti, le BMX est devenu olympique en 2005, il a été la rechercher de sa retraite ou de sa carrière d'enduro plus exactement, ou de VTT descente en lui disant, tu as fait du BMX plus jeune, tu as été championne du monde chez les jeunes, tu ne voudrais pas tenter l'aventure olympique parce que c'est ce qui te manque dans ton palmarès? Ok, et elle l'a fait. Je vous raconte ça parce que justement, elle a dit, je veux être sur un podium de Coupe du Monde avant les Jeux Olympiques. Elle a fait 3e à Copenhague au printemps. Au championnat du monde qui était au mois de mai en Chine à 500 km de Pékin, elle a fait 2e. Elle était idéalement placée parce qu'elle ne voulait pas la battre et au jeu, elle a réussi à la battre. En faisant des choses qui étaient très inhabituelles pour elle et en osant dépasser sa fameuse personnalité, comme elle vous l'a dit ou comme ça a été raconté. Revenons à nos émotions. On a checké, si c'est bon, on se met la médaille et on avance, et si c'est chevrotant, si c'est là on va faire l'exercice de régulation. Comment on va faire? On expire, c'est facile. Et en fait, on va toujours inspirer pareil, sur 3 temps. Alors ça peut être des secondes, mais ça peut être des temps comme vous voulez, en fait, puisqu'il n'y a pas d'obligation de se caler sur la seconde, chacun est libre de faire son rythme. On va toujours inspirer pareil, et on va souffler à chaque fois un temps de plus. On va faire par exemple 3, 4, 3, 5, 3, 6, et après on va faire 3 et on va expirer au maximum. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, en soufflant plus d'air qu'on en inspire, on va diminuer la quantité d'air dans le corps, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est de diminuer l'apport dans notre cerveau, pour le faire se ralentir, se calmer. Ça aussi, c'est essentiel aujourd'hui de faire ce genre d'exercice-là, pour calmer un peu la machine là-haut, parce qu'on est dans une société d'hyper mental en permanence qui amène tout de suite au burn-out, par la saturation, par le surnombre d'informations extraordinaires qu'on est amené à gérer aujourd'hui. Qui qu'on soit, quoi qu'on ait à faire, c'est pas une question de qui est qui, c'est une question d'époque en fait. Donc cet exercice-là, donc l'image c'est simple, c'est comme si on mettait la main devant un moteur, en fait, devant le carbu d'un moteur. On peut le faire même caler en fait, nos mobilettes, quand on était jeunes nous. Si quelqu'un venait, puis il saturait on mettait la main, il n'y a plus d'air, le moteur ne fonctionne plus. Nous c'est pareil, hein, dans notre modèle physiologique. Mais en faisant ça, on va juste ralentir l'apport d'air, tout le temps le même, mais on va en souffler de plus en plus pour ralentir tout ça. Donc je vous invite à faire, vous pouvez mettre une main sur le ventre, parce que le signal que votre plexus solaire, votre centre des émotions est ouvert, c'est que ça, vous allez passer en respiration plus ventrale. Donc on va faire l'exercice, on va inspirer sur 3 temps, je vais compter moi pour vous aider, 1, 2, 3, et on va souffler sur 4 temps, 1, 2, 3, 4, on réinspire sur 3 temps, 1, 2, 3, et on va souffler sur 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, on réinspire sur 3 temps, 1, 2, 3, et on va venir souffler sur 6 temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et maintenant on va réinspirer sur 3 temps comme d'habitude, 1, et vous allez aller en expiration maximale tranquillement, en soufflant, peut-être sur 7 temps, peut-être sur 8, peut-être sur 9, et c'est pas une compétition. Quand vous sentez que vous êtes au max, logiquement, votre main va s'enfoncer un peu, et en fait, quand vous avez relâché, comme par magie, vous allez sentir que le rebond du petit ventre, en fait. Alors, plus on en a, plus ça rebondit, bien évidemment, mais parce que c'est une mécanique physiologique, en fait. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est le signal, comme je vous disais, que là, c'est rouvert. Et donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on finit par faire? On recheck les émotions, comme on a fait tout à l'heure, pour vérifier si c'est bon. Et encore une fois, et on écoute
le son. Ouais, je suis OK aux émotions. Je me mets ma médaille et je me dis que maintenant je peux faire la suite. Comme j'ai fini mon échauffement physique, je peux passer à la compétition. Comme j'ai pris mes marques, mes repères, comme je me suis bien préparé, comme je sais la tactique que je vais mettre en place pour gagner ma compétition, j'y vais. C'est pas plus compliqué que ça, le mental. Mais pourquoi on en fait quelque chose de complexe? Moi, je ne sais pas. Simplement pour terminer, je ne vous ai pas parlé des émotions juste pour faire cet exercice-là. Alors, je vous ai parlé du torrent pour se centrer. Donc, bien sûr que l'idéal, c'est de se centrer et après de faire le check des émotions. Et si c'est bon, c'est ce que je vous disais, ça prend peu de temps pour se rassurer et se mettre en confiance et s'estimer bien par rapport à ce qu'on a à faire. Qu'est-ce qu'on doit affronter? On ne sait peut-être pas, mais on peut se mettre bien pour être bien, justement. Enfin, être bien pour être prêt à faire face à ce qui arrive. L'autre image que je vais vous donner, je vous parlais du torrent pour se centrer. Là, je vais vous parler des oiseaux qui viennent se poser sur les fils électriques. Il y en a là, hein, il y en a ici, hein, ça fait plaisir. Un oiseau, quand il passe et qu'il vient se poser sur un fil électrique, est-ce qu'il reste là longtemps? Non. Parce qu'en fait, il y a des trucs d'oiseaux à faire. En général, il se pose juste pour prendre les informations, récupérer, attendre ses potes, je sais pas, il fait quelque chose en fait. Mais il fait juste un temps, une pause. Et après, il repart. Et bien, dites-vous que l'émotion, c'est pareil. Simplement, nous, le problème qu'on a, c'est quand on a une émotion qui arrive, et surtout si c'est quelque chose de négatif, c'est comme si on prenait l'oiseau avec nous et qu'on croyait qu'on devenait l'oiseau. Alors qu'on conseille d'accepter, c'est-à-dire de lâcher justement, de se dire « Oula, et là, avec cette nouvelle, ça me rend triste. » Eh bien, pleure si tu es triste. Et tu vas voir que dans ta vie, après, il va y avoir d'autres choses. Si tu ne t'accroches pas à la tristesse. Et c'est vraiment important ce que je vous dis. Hein. Particulièrement en France, on a la fâcheuse manie de dire « je suis triste », par exemple. On devrait dire « je me sens triste ». Les Anglais disent « I feel great, I feel sad », par exemple. Ils disent pas « I am sad, I am great ». You know? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît rien dans le langage, hein, mais c'est très très important au niveau de nos représentations mentales et de nos cognitions. Puisque quand on dit « je suis triste », c'est tout notre être qui est ça. Et c'est le problème qu'on a beaucoup, c'est que ce sentiment-là qui est éphémère, ou cette sensation, ou cette émotion, parce que c'est des choses différentes, mais on va les assigner les pareils là, le fameux oiseau dont je vous ai parlé, il vient là, il prend des infos, il se pose, mais il a des trucs d'oiseau importants en fait. Retrouver son chez lui, aller chercher de la nourriture, passer son temps avec ses potes, faire quelque chose d'oiseau quoi. Ben nous c'est pareil en fait. Et juste le fait de savoir ça en connaissance, ça peut changer vraiment les choses de façon très importante et très fondamentale au niveau des émotions. Parce qu'encore une fois, vous ne vous accrochez pas à la tristesse, vous accueillez la tristesse. Et c'est normal quand on pense à quelqu'un qui est disparu, qu'on aimait beaucoup, de ressentir de l'émotion de la tristesse. Et on a été trop éduqués à l'après-guerre, bien sûr, pour des bonnes raisons, je tiens à le préciser, parce que c'était très d'époque et très... Enfin, j'enseigne ça encore une fois depuis 25 ans, donc je peux vous l'expliquer mieux, mais pas ici, on n'a pas le temps là. Mais c'était très d'époque de cacher, de masquer, de ne pas montrer. C'est des profils iceberg, hein, on appelle ça en psychologie. Alors pour les anciens, le profil type c'est Evan Lendl au tennis par exemple dans les années 80. Et qui a été suppléé d'ailleurs par Pete Sampras. C'est intéressant parce que Pete Sampras était très différent au niveau de l'émotionnel et c'est ça qui a fait switcher beaucoup la culture générale dans le tennis notamment, mais pas que, parce que ce sont des modèles qui influent beaucoup le fonctionnement. Hein. Comme un Usain Bolt a révolutionné son sport, pas seulement par ses capacités physiques et biomécaniques insoupçonnées par les chercheurs, on n'avait jamais imaginé qu'un aussi grand, avec d'aussi grandes jambes, serait aussi véloce, aussi rapide en jambes, en fréquence en fait, mais surtout par l'attitude mentale. Usain Bolt, c'est ça. Il arrive comme ça, et en un instant, il est concentré en fait. C'est ça. Avant, c'était les Maurice Green et compagnie, c'était justement la guerre psychologique, la fameuse qu'on a partout en ce moment là. C'était impressionner l'autre, l'intimider, lui faire peur, et tout ça. Lui montrer comment. Et Usain Bolt, il est arrivé, il a dit « Hey, t'es belle, mon pote, je fais ce que j'aime et je vais te montrer que c'est facile. » Et il allait dans le start et tout était là en fait. Et les entraîneurs, moi j'étais à Pékin, donc on était avec Usain Bolt, on a vu tout ça. Les entraîneurs français de renom sur la piste d'entraînement disaient « Il va se blesser parce qu'il s'échauffait pas 1h30, parce qu'il faisait... » Mais non, quand votre muscle est relâché, que vous êtes cool, il répond tout de suite quand il y a besoin parce qu'il est dans l'état optimal pour fonctionner, ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo. Et ça, on ne pouvait pas le comprendre à l'époque parce qu'on était encore dans les vieux schémas, justement. Et c'est ça qui est en train de beaucoup bouger.
et notamment grâce aux jeunes générations. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes. Moi, je me suis occupé de Romain Grégoire, qui débute son premier Tour de France aujourd'hui, par exemple, un Byzantin. Vélem et ça, je vais préciser, c'est pas pareil, mais c'est pas loin quand même, dans le Grand Besançon. Oui, on m'a demandé de m'occuper de lui pour lui enseigner comment c'était quand il était jeune, junior, espoir, ok. Et maintenant, il fait sa carrière, c'est super. Donc, c'est pour vous dire que pourquoi des jeunes arrivent aussi beaucoup plus vite, parce qu'on a une autre époque qui fonctionne différemment avec toutes ces contraintes et ces complications, mais aussi qu'on peut avoir accès, comme là, à des techniques simples et hyper efficaces maintenant pour se sentir bien, mieux, plus rapidement. Avant de passer à la dernière partie, la plus importante, c'est là où on va pouvoir échanger et être ensemble. Voilà, je voulais juste remettre ça pour la conclusion. Donc le mental olympique pour tous, en hommage à notre René Munier, par exemple, voilà. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est Antoine de Saint-Exupéry. Moi, mental gagnant, on dit tout le temps « Dream a life and try to live it ». Et on va dire « Mais celui-là, pourquoi il se prend? Pour qui? Le petit vitréen, là? Pour qui il se prend? De parler en anglais et tout ça. Ouais, je viens de Vitré sûrement, ça se représente, c'est cool, j'adore. Merci, Vitré. » Et donc, ce que je vais vous dire là, pourquoi je le dis en anglais? Parce que si je vous dis « Rêve ta vie et vis ton rêve », en France, on va me prendre soit pour un bisounours, soit pour un calu, soit pour un allumé, soit pour un perché, soit pour un gars qui n'a rien à voir avec la réalité. Alors si je vous le dis en anglais, dream a life and try to live it. On va dire, ouais, purée, celui-là, il en veut, il a de l'ambition, c'est le American Dream et tout ça, machin, là-bas, tout est possible, comme il disait Jean-Jacques Goldman, hein, voilà, bah non. C'est pour ça que je suis obligé de la mettre en anglais, et je vous l'ai dit comme ça, pour qu'on prenne conscience de notre culture, de la loose qu'on a ici. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est mon ami Fabrice vous en a parlé tout à l'heure, il a bien dit aux jeunes, tout le monde va te dire que c'est pas possible. Quand le premier entraîneur lui a dit, ce sera jamais toi. Et on lui a mis un Martin Fourcade devant. C'est pas sa faute, c'est la chance, c'est pas la vie, c'est la vie qui lui a fait ça. Et en faisant ça, il lui a donné le plus beau cadeau mal emballé, comme on dit, pour que lui continue à sa façon à croire ses rêves. Moi, je l'ai croisé à 15 ans, il ne voulait pas venir au Pôle Espoir, dont je m'occupais à Pontarlier, au lycée Xavier Marmier d'ailleurs. Mais il a passé les tests. Et il avait un profil exceptionnel sur les tests psychologiques qu'il a passés. Et on s'est recroisés sur une conférence qu'on a donnée en entreprise en 2019 et il m'a dit « Anthony, j'entends parler, là, tu ne voudrais pas être mon préparateur mental ?» Je dis « Quoi? Fédération de ski, 3e mondial en biathlon, vainqueur de Coupe du Monde, vous n'avez même pas ce qu'il faut, les gars. Ça, c'est la France que je dis. » Il était décontenancé par ma réponse. Et je lui ai dit « Mais bien sûr, Quentin, ce serait un honneur de travailler avec toi. » Donc on a fait ça. Et ce qui est la petite anecdote, c'est quand on a préparé les Jeux de 2022, il est venu chez la maison à Pelouzé, c'est bien aussi, à Pelouzé en 2021 pour préparer les Jeux, et il m'a dit, je veux repasser les tests. Et je lui ai dit, bah ouais, on va les passer. Il les a repassés. Je lui ai dit, ceux-là, ils sont bons, mais les plus importants, c'est ceux que tu as passés à 15 ans. Parce qu'avec le profil que tu avais à 15 ans, tu peux gagner 3 titres olympiques. Tu ne bougeras pas, toi. Ton environnement va passer dans tous les sens, ce qui s'est passé d'ailleurs là, mais toi, tu es construit pour durer, parce que c'est toi, tu es fait pour ça. Et donc quand il a entendu ça, les petites inquiétudes qu'il avait de 2021 pour 2022, c'est souvenu que le gamin de 15 ans, s'il les a... Puis sous les cieux incandescents, quelqu'un refaisait mes lacets. Je voyais des adolescents au loin là-bas qui s'enlaçaient. Ça laissait dans mes yeux longtemps des traînées de roses et de verre. Je voyais dans mon lit d'enfant des univers sur mes paupières. Nous sommes comme des feux d'artifice, vu qu'on est là pour pas longtemps. Faisons en sorte qu'on existe, de briller dans les yeux des gens, de leur offrir de la lumière, comme un météore en passant. Car même si tout est éphémère, on s'en souvient pendant longtemps. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu veux dire un témoignage ou échanger autour de tout ça, ou de René tout simplement, parce qu'il y a quelque chose? On en a beaucoup parlé. On a
passé pas mal de temps avec le collège, avec les jeunes du collège. Hein. C'était fort intéressant. Déjà, merci Anthony pour ça, et après on verra la suite avec le gage. Mais ce qui est toujours important, c'est de rencontrer des gens qui croient en nous. René, c'était mon premier, on va dire, moniteur, en tous les cas entraîneur de sport, hein, avec le hand, le volley, le cross, l'athlétisme bien évidemment. Et il a formé beaucoup de gens comme moi, mais on a fait le lien quand on était au collège avec l'importance. Le sport c'est bien, mais il faut aussi une tête bien pleine. Et j'aime à dire, mais René me récupérait samedi matin chez moi pour me donner des cours. Il était mon premier éducateur sportif. Et le second, il est juste là, François Châtel-Dugache, qui était là, je me rappelle, aux Académies à Belfort, quand j'ai fait ma qualif directe au chemin de France. Le premier avec qui je suis allé voir, c'est François. Et François était un grand pourvoyeur, puisqu'en fait, quand on faisait des crosses, François Châtel était là. Tu veux pas venir au Gache? Qu'est-ce que c'est? Et puis l'un de mes premiers grands souvenirs au Gache, c'est quand j'ai fait mon 500 mètres à Dole. Je ne sais pas si tu te rappelles, François. Et à l'époque, on était beaucoup dans le bus. Et puis, donc mon premier 500, et je me suis pas rendu compte du chrono, en fait. Et François dit dans le bus, alors à l'époque, il y avait tous, Rachid Edad, enfin, il y avait encore cette équipe-là. Et François dit, la performance du jour, c'est un petit jeune qui vient d'arriver au Gage, qui a quasiment fait la qualification en France. C'était moi sur 500 mètres. J'étais là, mais c'est moi. Enfin, tes cas, c'est juste pour dire que quand il y a des gens qui croient en nous, et ils sont nombreux, et moi j'ai cette chance-là, et il n'y a pas longtemps d'avoir eu des belles rencontres de ma vie, et dans le sport, et dans les apprentissages, dans le sport c'est bien, l'école c'est important. À René, on va rendre hommage aujourd'hui, la preuve c'est qu'il nous rit aujourd'hui, et j'ai la chance, le second il est juste là, et c'est François Châtelet qui m'a amené au Gache, et grâce à lui j'ai fait un podium national, j'ai fait le chemin de France, etc. Et je souhaite à tous de rencontrer des gens comme ça dans leur carrière. En tous les cas, on va rendre hommage aujourd'hui au premier et René Muni. Ok, super. Je sais pas pourquoi ça prend pas, mais c'est vrai. Ouais. Ah oui, ça prend un fond. Il priorise les micros, il sait faire. Ok. Quelqu'un d'autre vous voulez dire quelque chose ou... Stéphane, ouais. Stéphane Ruot. Oui, déjà, première chose, dire que j'ai de l'admiration quand même, j'ai eu beaucoup d'admiration pour René, puisque ça a été mon premier prof de sport. Et puis une deuxième admiration, c'est aussi pour les gens comme vous, puisque vous savez le mettre en lumière aujourd'hui, et puis vous savez su accompagner d'autres sportifs de haut niveau, puis vous continuez à le faire, je crois. Ça, c'est quand même super. Et puis quand j'ai repensé à ces années collège, à la relation avec René, ce qui m'est revenu à l'esprit, c'était ça, c'est sa passion. Il avait le goût de la technique, parce qu'il était habile à nous reprendre sur le positionnement, lancer du javelot, etc., etc. Il nous a fait vivre des vraies galères, parce qu'il savait qu'on pouvait aller plus loin. Tout ça pourquoi? Pour de la performance. Et puis, c'est surtout aussi qu'il nous a transmis des valeurs. Et puis, je pense que ces valeurs, aujourd'hui, on les a fait que de les retransmettre, puisque ma fille est en phase d'être prof de sport. Et puis, mon gamin en STAPS également. Donc, que d'anecdotes autour du sport. Donc, en tout cas, il m'a beaucoup marqué. Et puis, on a croisé beaucoup de chemins avec Patrick, mais aussi beaucoup d'autres, puisqu'il nous a emmenés quand même jusqu'en championnat de France UNSS. Avec toute la bande de fous qu'on était. Et voilà, on a su se faire remarquer depuis JUC. Voilà. Merci. Merci beaucoup de ton témoignage, François. Oui, écoute, je suis extrêmement surpris et fier d'avoir assisté à ta présentation ce matin. Ça me conforte effectivement le fait que j'ai vu passer un certain nombre de JUCéens, élèves du collège, amenés au groupe athlétique Haute-Savoie par René Munier, que je connaissais bien, mais que je connaissais peut-être mal en dehors, effectivement, de nos rapports sur les stades. Et ils sont effectivement nombreux à avoir
et de passer sous le maillot vert. J'ai peu de temps peut-être à leur consacrer, plus pour certains, beaucoup moins pour d'autres, mais j'ai eu effectivement le plaisir de voir leur parcours pour une bonne partie, de les avoir suivis et de voir constater qu'ils étaient presque allés pour tous, aller au bout de ce qu'ils espéraient dans cette jeunesse où ils se confrontaient avec effectivement le sport d'un certain niveau, pas du très très haut niveau, mais d'un certain niveau, qui est au championnat de France et dans les équipes pour montrer tout ce qu'ils avaient dans leur mental et réussir non seulement leur pratique sportive, mais également leur vie sociale, leur vie professionnelle. Et ça, c'est quelque chose dont je suis fier, et je suis effectivement fier d'avoir fait le parcours aussi avec René. Merci. Enfin, des anecdotes, ils en ont plein. Hein, que ce soit certains qui étaient en cours, les Valdener et Ménétré et bien d'autres. Voilà, qui nous suivent de loin. Qui nous suivent de loin aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'avec Madame Bordanet, les jeunes, comment c'est vos prénoms? Sam et Clarisse qui sont là, et bien ils vont collecter et on va faire ça, on va faire perdurer ça. Aujourd'hui ce n'est que le point de départ comme on a dit, et par l'intermédiaire de René, c'est rendre hommage à tous ces enseignants pour redorer aussi un peu les honneurs qu'on peut leur faire de tout ce qu'ils peuvent nous transmettre et des valeurs qu'ils peuvent nous transmettre, comme j'aime bien parler de ma grand-mère. Gilou. Oui, je m'appelle Denogé, plus connu sur Gilou, Stéphane assez bien. Oui, mais c'est pareil, c'est Yves Mounier, il m'a inculqué le sport, j'ai toujours été sportif. J'arrête pas, je suis en retraite, je fais toujours au foot, je suis arbitre, je fais du vélo, je fais du cross, je m'occupe des aires immunies, excusez-moi. Je m'appelle René. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup apporté, et surtout dans tous les sports, parce que j'ai pratiqué l'athlétisme, le hand, le foot, le cross. J'ai eu le bonheur de faire le cross interrégimentaire à Metz, où j'ai fini premier. Je suis dans les parachutistes, il n'a pas trop apprécié, mais bon. Non. Il voulait que je le laisse gagner. Et j'ai eu l'occasion de jouer 3 ans à l'Est Lorraine, avec Michel Platini, Olivier Boyer, et Philippe Janot, tout ça, et compagnie. C'est pour ça, René Munier, c'était, comme disait Stéphane, il nous mettait à fond dedans, à fond. On arrivait, il ne voulait pas qu'on reste pantois, il voulait, allez, mon gamin, on y va, t'es capable. Pousse. Je me rappelle toujours une anecdote avec au stade Marzelli. J'étais fatigué, il m'a fait faire 4 fois le tour du stade avant de courir. Il m'a dit, toi, tu vas y arriver. Et bien sûr, je suis arrivé, comme à la Parlement à Besançon, tout ça. Et bon, je suis de Fontaine, René Munier, qui est très très bien connu, on n'était pas bien loin, tout ça. C'est pour ça que je suis un peu, j'ai l'émotion. Je remercie Anthony et sa maman qui m'ont l'occasion de venir. Et l'immigration. Excusez-moi, d'habitude, je suis pas comme ça, là. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, chez nous, pour aussi ton... Et Anthony, tu sais que je te respecte beaucoup. Ouais, toi aussi, je te respecte aussi. Le numéro 9, qui est CJV, quand même. Oh, mince, ça existe, ça. Tu t'en souviens, hein, du fait de la gare et tout. C'était une belle époque aussi, c'était la nôtre. Des bons moments. Eh bien, je vous remercie. On va aller, parce que pour qu'on puisse être à l'heure, pour nos amis qui nous suivaient loin, merci d'être avec nous. Il y aura un replay, je vais faire un montage pour que les vidéos soient plus nettes aussi, etc. Et puis, je vais essayer aussi de faire un petit live là-bas pour ceux qui sont loin, parce qu'ils voudraient être avec nous par le cœur, en fait, aussi. Voilà, merci à vous tous. Bon chemin jusqu'au gymnase. René Munier, ouais. Merci. Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, il y a comme une chaleur. Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur.
jamais assez. Aux gens qu'on aime, Par peur de les gêner, qu'on les aime, on leur dit jamais assez.